Pendant longtemps, je pouvais pas passer ici. Impossible. Moi aussi, ça m'a duré longtemps. Ouais, impossible. J'y arrivais pas. Accompagnée par sa sœur, Julie parvient aujourd'hui à revenir sur les lieux de son... C'était en juillet 2003. Elle avait 22 ans. C'est la porte, celle-là, c'est cette porte rouge. Donc voilà, c'est ici. Elle sortait du travail quand un jeune homme lui demande de l'aide pour porter un carton. Voilà, là, c'était l'immeuble dans lequel il m'a emmené. Et donc, on est monté tout en haut. Tout en haut. Et c'est tout en haut, du coup, que dans un appartement où j'ai été séquestré. Il paraissait gentil. Et puis, physiquement, il ne me faisait pas peur. Dans les escaliers, il était devant moi, donc j'étais derrière. Je veux dire, je voyais pas le mal, je me disais pas, il peut m'attraper par derrière ou quoi. Et quand on est arrivé, il a ouvert la porte, et je suis rentré, et là, du coup, il a fermé la porte. Et là, je me suis retrouvé coincé dans cet appartement. Je me souviens être allongé sur le lit, immobile, je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. Et puis il était sur moi, et il était lourd, il sentait la transpiration. Vous avez eu peur de mourir? Ah oui, ah oui. Ah bah j'ai cru qu'il allait... J'ai cru qu'il allait... Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Si ces souvenirs lui reviennent aujourd'hui, c'est que son violeur aurait récidivé cet été, après avoir passé 13 ans derrière les barreaux. Le 20 août dernier, à Nantes cette fois, il aurait usé du même stratagème du carton pour atterrer une jeune fille de 15 ans dans cet immeuble en plein jour. Il l'aurait violée et tuée avant de mettre le feu à l'appartement. Les policiers interrogent le voisinage. Plusieurs témoins ont vu un homme décrit comme bizarre faire des allers-retours entre l'immeuble et sa voiture le jour des faits. Cette voiture a d'ailleurs été verbalisée à l'heure du crime par ces deux agents. Enfin, l'ADN retrouvé sous les ongles de la jeune victime parle. C'est celui de François Vergniaud, le violeur de Julie, fiché comme délinquant sexuel. Une semaine après les faits, jeudi 27 août, les policiers l'interpellent chez lui, dans cette maison, en fin d'après-midi, à une quarantaine de kilomètres de Nantes. Une conférence de presse est organisée au palais de justice. Le procureur adjoint, Yvon Olivier, revient sur les détails glaçants que François Vergniaud leur a livrés. L'auteur a eu l'occasion de s'expliquer sur son mode opératoire. Il nous a dit clairement être venu sur Nantes ce jour-là pour chercher un logement, pour pouvoir, plutôt désaffecter, pour pouvoir passer à l'acte. C'est ce qu'il a fait rue Motier. Il est ensuite descendu, il a cherché une victime, il a croisé notre victime dans ce dossier, il a réussi à la faire monter dans l'immeuble avec un stratagème. Là, il l'a agressée, il l'a conduite au deuxième étage, il l'a à cet endroit-là, et puis pour la faire taire, il lui a mis un câble, un lien en plastique qui selon lui était sur place pour lui serrer le cou, et il lui a serré le cou jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. En 2003, pour attirer Julie, il a utilisé exactement le même mode opératoire. Une récidive particulièrement insupportable pour elle. J'ai été choqué, j'y croyais pas. Je pense à la famille de la jeune fille, ça me fond le cœur pour elle. Je sais ce qu'elle a vécu au début et ça me touche énormément. Et du coup, j'ai recommencé à faire des cauchemars. J'ai mes angoisses qui sont revenues. Quand je me promène dans la rue, je me retourne tout le temps derrière voir s'il y a quelqu'un, si je suis suivi. J'ai peur, en fait. Voilà. J'ai peur. Le meurtre de Nantes réveille le traumatisme qui a secoué toute la région au début des années 2000. Car Julie n'est pas la seule victime. Son agresseur est un en série qui a sévi pendant plus de 2 ans. Un monsieur tout-le-monde que les policiers ont mis beaucoup de temps à identifier. En 2001, la rumeur d'un prédateur sexuel enfle à Poitiers, dans le quartier étudiant. Frédéric Berg est à l'époque tout jeune fait diversier pour la presse locale. Il retrouve une première victime et poursuit son enquête dans le quartier. En fait, j'ai tapé à toutes les
porte de la rue, au bout d'une, je sais pas, 5-10 appartements. En fait, je tombe sur une jeune fille qui, au moment où je lui pose la question, je comprends qu'elle sait très bien de quoi je parle. Et là, elle s'effondre. Et en fait, elle me dit, moi j'ai été victime d'un viol. Assez vite, aussi par le milieu étudiant, j'apprends qu'il y a une 3e victime. J'active un peu mes sources auprès de la justice et des policiers. En fait, la réponse qui m'est faite, même à un moment donné, c'est « Ouais, mais non, mais pour les nécessités de l'enquête, il ne faut pas que ce soit médiatisé, sinon il va arrêter. » Frédéric Berg médiatise quand même l'affaire. Et continue. À Poitiers, c'est la psychose. Et la traque s'organise. Les policiers connaissent le mode opératoire du suspect, les lieux où il sévit, et ils ont même ce portrait robot. Le 22 août 2003, dans cette rue où il a déjà vu 2 jeunes femmes, un gardien de la paix croit repérer le suspect. Il tournait, il faisait les 100 pas, plusieurs allers-retours, donc je me suis arrêté pour l'observer un petit peu et je suis revenu au service chercher du renfort pour pouvoir interpeller l'individu. Vous l'entendez là ? Le renfort, c'est Bernard Nicolas, commandant de police. Il dirige l'enquête à l'époque. Il est aujourd'hui à la retraite, passionné d'ornithologie. Vous avez de la chance avec le petit roitelet, c'est pas souvent qu'on le voit. Voilà. Il se souvient avec précision de ce matin d'août 2003. Le suspect était en train de préparer une nouvelle agression. Moi, ce qui m'a permis de dire tout de suite que c'était lui, c'était... j'ai oublié de mentionner tout à l'heure qu'après son départ des lieux d'agression, il laissait une odeur de transpiration très très acide. Et ça c'était récurrent chez les victimes. On avait ce point commun pour toutes les victimes. Et dans la rue, il sentait vraiment très très fort la transpiration. Alors c'est tout à fait subjectif, bien évidemment. Mais... bon, disons que ça nous a permis d'accoler un signalement avec cette odeur. Avec un véhicule, on est repassé à tous les endroits où les personnes avaient été agressées en lui disant voilà, on va emprunter cette rue. Si vous avez fait quelque chose de répréhensible, je vous demanderai de bien vouloir nous signaler. Et il nous a désigné les endroits. Donc, bon, après, là, le faisceau de preuves était en train de se matérialiser. En garde à vue, l'homme avoue 13 vols et tentatives. À l'époque, Frédéric Chevalier est procureur de Poitiers. Il n'a jamais oublié cette affaire. J'étais jeune magistrat et je l'ai pas refait depuis. J'ai été tout de suite au commissariat central. Je sais pas, peut-être pour comment vous dire, me dire bon ça y est, on l'a interpellé. Enfin c'est une victoire quoi. Et surtout, franchement, je voulais le voir parce que je me suis dit bon Dieu, enfin. Quoi ressemble ce garçon qu'on cherche depuis des mois et des mois. Et là, c'est une surprise, quoi, parce que il ressemble à... je sais pas vous êtes masqué, mais il ressemble à moi. Enfin, c'est un kidam, en plus qui était inséré, qui avait une vie familiale, sociale, professionnelle établie, etc. J'étais à la fois étonné, j'étais à la fois, comment vous dire, peu déçu. Ouais, franchement, j'aurais préféré voir un monstre, mais bon, ça se voit pas les monstres. François Vergniaud, 27 ans à l'époque, vit chez ses parents, en Charente-Maritime. Il travaille comme responsable d'usine. En garde à vue, il explique ses passages à l'acte par des pulsions, sa peur du célibat et de la solitude. Il n'a jamais eu de relations sexuelles avant son premier viol. Son expertise psychiatrique décrit un violeur exclusif, n'ayant pas d'autre type de relations sexuelles. Ceci majore la dangerosité de monsieur et augmentera les difficultés de sa réadaptation. Lionel Béthune de Moreau, l'avocat de la première victime, se souvient d'un homme qui n'a construit son éducation sexuelle que par le biais des films graphiques. En réalité, on peut penser qu'il essayait de retrouver dans la vraie vie ce qu'il avait vu dans certains films en virtuel, où parfois l'imagination du scénariste est de faire que la victime de viol tombe immédiatement amoureuse de son tortionnaire. Ce qui interrogeait tout le monde, ce qui interrogeait tout le monde sur véritablement sa conscience. C'est-à-dire qu'en réalité, pouvait-il imaginer
obtenir l'adhésion d'une victime entravée sous la menace d'un couteau qui n'avait strictement rien demandé ou qui avait été surprise dans son sommeil ou dans sa salle de bain. C'est exactement ce que Marie, une des 13 victimes, a subi au moment de son vol en 2002. Elle est surprise chez elle par François Vergniaud, qui la séquestre dans sa salle de bain. Il m'a attaché, bâillonné. Et puis ensuite, il m'a parlé pour me dire quelque chose de très étrange. J'aimerais bien avoir une petite amie comme toi. C'était surréaliste comme propos. Il a été violent avec vous? Oui. Oui, il a été violent. Il avait un couteau et je me disais que après le ça allait être terminé pour moi, quoi. Parce que laisser une victime vivante, c'est prendre le risque qu'elle parle. Oui, j'ai eu peur de mourir, oui. En décembre 2005, François Vergniaud comparaît devant les assises de la Vienne. À l'issue de 4 jours de débat, il est condamné à 18 ans de prison. Pour Marie, qui a assisté à tout le procès, c'est alors une forme de soulagement. Je m'imagine qu'il va aller en prison, qu'il va se passer des choses qui vont lui permettre de se soigner, d'avancer. Et que pour le moment, la société, nous toutes, on est protégés. J'imagine pas une autre suite à ce moment-là. Car en plus de sa lourde peine, François Vergniaud est condamné à un suivi socio-judiciaire de 10 ans après sa libération. Mais beaucoup s'interrogent déjà sur une possible récidive. Le journaliste Frédéric Berg se souvient d'avoir posé cette question à l'avocat aujourd'hui décédé. Son avocat à lui, Jean Damy, qui sur la question que je lui avais posée de la dangerosité à l'issue du procès, lui, il avait formé une forme d'optimisme en disant que voilà, il s'était excusé. Alors il s'était excusé selon les victimes un peu froidement. Il n'y avait pas eu, mais il s'était excusé et qu'il avait vraiment dit qu'il s'engageait dans un parcours de soins, qu'il avait envie de se soigner, qu'il ne voulait plus jamais en produire. Grâce aux remises de peine, François Vergniaud sort de prison en 2016. Il a effectué les 2/3 de sa condamnation et il refait sa vie. Il rencontre une compagne. Ensemble, ils achètent cette maison dans un hameau à 40 km de Nantes. Il travaille dans cette briqueterie où il est chef d'équipe. Ses collègues le décrivent comme un gros nounours. Mais 4 ans après sa sortie, il aurait donc récidivé comme il y a presque 20 ans. Julie ne s'en remet pas. Je suis très en colère, très en colère après la justice française, vraiment, parce que pour moi c'est un fou, quoi, un psychopathe, quoi. Au fond, je me disais quelqu'un de malade comme lui, il pouvait que recommencer, en fait, voilà. À sa sortie de prison, François Vergniaud a respecté à la lettre son suivi pendant 4 ans. Signaler un déménagement, ne pas avoir d'armes, se rendre chez le psychiatre une fois tous les 2 mois, comme le rappelle le procureur adjoint. Dans ce dossier, on a affaire à quelqu'un qui offre une figure tout à fait lisse, de quelqu'un qui respecte toutes les obligations mises à sa charge. Et en fait, on est dans une situation où nous avons un suivi socio-judiciaire qui est intégralement respecté. Et pour autant, ça n'a pas suffi à prévenir la récidive légale. L'enquête interne de la justice estime qu'il n'y a eu aucun dysfonctionnement dans ce suivi. Pour tous, François Vergniaud menait une vie paisible. Son voisin Bernard est consterné. Ils ont partagé des moules frites ici, dans leur cour, quelques heures seulement après le meurtre de la jeune fille. C'est toute une équipe, on avait ramassé nos pommes de terre, c'est pour ça, puis il était venu manger avec nous. Et il était comment ce soir-là? Ah ben très bien, impeccable. Ah ben très bien, très bien, rien du tout. Très bien.
Vous avez rigolé? Ah bah oui, la question de ça, oui. Pas de problème. Ça m'a suffoqué de voir ça, c'est tout. Marie s'interroge aujourd'hui sur la légèreté de ce suivi mis en place. D'autant que son agresseur serait donc monté d'un cran dans la violence en tuant pour la première fois. Il me semble là que la justice, elle n'a pas été en mesure, la justice et l'État n'a pas été en mesure de protéger la société. On a pris le risque que ça se reproduise. Et ce risque-là, il est absolument, pour moi, il est intolérable. François Vergniaud est incarcéré à la prison de Nantes. Son avocate n'a pas souhaité s'exprimer. Mis en examen pour récidive et homicide volontaire, il encourt cette fois la réclusion à perpétuité.